Dans les souterrains d'un amphithéâtre d'une grande ville romaine, Taurus, un des plus célèbres gladiateurs de l'Empire, se prépare pour son dernier combat. En 5 ans de carrière, il a mis 20 fois sa vie en jeu. Et il est toujours là. Il entend la clameur des 20 000 spectateurs qui n'attendent qu'une chose: son affrontement contre le terrifiant Anthrax. Serait-ce le combat de trop? Taurus a tout connu. La gloire, l'humiliation, la victoire, l'amour, la haine, le bonheur aussi. Mais il n'a jamais autant ressenti la peur. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de la protection des dieux. Mercure, Mars, Némésis, donnez-moi la force de vaincre, avec dignité et courage. Son expérience et sa force lui permettront-elles de battre le plus dangereux de ses adversaires? Quand le jour se couchera, il y aura un vainqueur et un vaincu. Comme chaque après-midi, dans cette province à 1000 km de Rome, le centre-ville grouille d'animation. À l'époque, l'Empire romain comprend l'intégralité du pourtour de la Méditerranée, depuis l'Angleterre jusqu'au Soudan quasiment. Donc c'est un territoire gigantesque qui réunit tout un tas de cultures assez différentes. L'un des grands génies de l'Empire romain, c'est d'avoir transplanté dans tous les coins de l'Empire des modèles. On retrouve des amphithéâtres, on retrouve des thermes. C'est vraiment extraordinaire d'avoir transmis ce mode de vie. C'est bientôt le moment préféré de la journée de ces Romains, le passage aux thermes, les bains publics de la ville. Alors aux thermes, on y va pratiquement tous les jours. C'est vraiment le rendez-vous obligé. Au lieu d'aller au café, on dirait aujourd'hui, passer une journée au bistrot, les gens allaient dans les thermes et y passaient la journée tranquillement, agréablement. C'était un lieu de convivialité formidable. Taurus est pressé de s'y rendre. Il a rendez-vous avec un ami. Il n'a alors rien d'un puissant gladiateur. On ne l'appelle pas encore Taurus d'ailleurs, mais Titulus. Il n'est qu'un fils de bonne famille, un peu perdu, qui passe ses journées à s'amuser et fuir une vie qu'il n'a pas choisie. Alors lorsqu'on arrive au terme, la première tâche, c'est de se mettre nu et on va à l'apoditérium, le vestiaire en quelque sorte, on se dénude, on met ses effets dans une petite case et puis on n'oublie jamais surtout d'enfiler des chaussures de bois un peu frustes, qu'on appelle des socques. Et l'utilité, elle est toute simple, c'est que lorsqu'on va marcher dans une salle froide, on n'aura pas de problème, salle tiède non plus, mais on va aller dans des salles chaudes qui parfois sont à 55 degrés et on risque vraiment de se brûler les pieds. Et donc on a là une ambiance de chaleur et on peut rester des heures entières sans éprouver la moindre sensation de froid. C'est un des miracles des thermes romains. C'est un endroit où on va à la fois se détendre, prendre soin de son corps.
On peut se faire masser, évidemment. On peut se faire épiler, pour les femmes comme pour les hommes. On peut y manger, on peut y jouer, au dé par exemple, ou à d'autres jeux de société. C'est donc un espace de vie et de sociabilité. Ah, les dés. Titulus y joue partout. À la recherche de sensations fortes, il parie beaucoup d'argent, même si c'est interdit. Il a déjà réussi à dilapider une bonne partie de la fortune familiale. Titulus ne fait pas exception à la règle, en fait. Le Romain est un joueur, il aime jouer. Il aime les jeux de hasard et d'argent, et les dés, c'est une folle passion. On raconte que les empereurs pouvaient perdre dans une nuit 20 000 ou 50 000 sesterces. Le père de Titulus, c'est Licinius, un aristocrate influent. Il ne supporte plus les frasques de son fils. Cela ternit sa réputation et nuit à ses ambitions personnelles. Dispute après dispute, ils s'éloignent l'un de l'autre. Dans les termes, toutes les couches sociales se mélangent. De toute façon, les hommes sont nus et donc la différence sociale ne se voit pas. Et on sait par des témoignages que certains empereurs aimaient à venir se baigner avec le peuple, avec d'anciens soldats, et les discussions s'instauraient. Titulus n'est pas dans un bon jour, mais il ne peut jamais s'arrêter de parier. C'est pas vrai. C'est la 3e fois qu'il me sort ce coup. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce dé? Je comprends bien pourquoi Titulus examine les dés. C'est parce qu'à l'époque circulaient évidemment des dés truqués. On avait déposé dans le cœur du dé de la grenaille de plomb. Ce qui fait que quand on le lançait en l'air assez haut, il retombait toujours sur la même face. Comme souvent, il s'énerve. Encore une dette de jeu qu'il devra régler plus tard. Pendant que Titulus perd son temps au jeu, sa femme, Faustina, s'active dans leur riche demeure. Elle règne d'une main de fer sur la vingtaine d'esclaves et leur intendant qui travaillent aux tâches quotidiennes. Sous son apparente douceur, Faustina est une femme exigeante et ferme, qui ne laisse rien passer. La personne qui est à la tête de cet aréopage d'esclaves, c'est précisément la maîtresse de maison, l'épouse du maître, la domina, et c'est elle qui doit régenter tout ce petit monde et faire en sorte que sa maison fonctionne bien. Si la femme règne totalement sur la maison, elle n'a en revanche aucun droit politique, elle n'a pas le droit de vote bien entendu, et a fortiori encore moins d'être élue. En fait, politiquement, la femme est une éternelle mineure. De retour des thermes, Titulus ne décolère pas. Encore des problèmes d'argent. Sa vie est vraiment un désastre, à l'image de son mariage. En général, dans ces familles puissantes et riches, l'amour n'est pas la principale raison du mariage. Il s'agit plus d'unir deux fortunes, d'augmenter les biens, d'accumuler et d'augmenter le patrimoine. La belle Faustina lui plaisait pourtant beaucoup au début de leur relation. Mais avec son caractère autoritaire, elle lui rappelle trop son père. Titulus n'aspire qu'à une chose, la liberté. Ce que l'on doit trouver dans le mariage, c'est de la tendresse, de l'affection, mais surtout du soutien. Ce que l'on veut, c'est que la femme se comporte comme un lieutenant du mari au sein de la maison. Faustina surveille de près les finances du couple. Alors, quand elle apprend que Titulus a encore perdu de l'argent, elle se met violemment en colère.
elle peut lui faire des scènes de ménage absolument abominables si elle en a envie. Son seul moyen de s'opposer à lui, c'est de faire pression sur lui par tous les moyens que l'on peut trouver dans un couple classique. Ce qu'elle peut faire, c'est crier, dire qu'elle n'est pas d'accord. Mais ces réprimandes ne sont pas du tout du goût de Titulus, blessé dans sa fierté d'homme. J'en peux plus de cette vie. Faut que ça change. Et vite. L'homme tient à faire valoir son rang et à montrer qu'il doit être obéi par son épouse, comme par ses esclaves et comme par ses enfants. C'est lui le maître. Heureusement pour Titulus, il a dès le lendemain une bonne occasion de se détendre. Un haut dignitaire de la province offre à la population 2 jours de jeu. Et il adore ça. L'amphithéâtre et les spectacles en général font partie véritablement de la vie quotidienne des Romains. Les jours de spectacle dépassent les 280 jours par an. Dernier des esclaves jusqu'à l'empereur, on peut dire que tout le monde se passionne pour les combats gladiateurs. Ne pas aller au spectacle, c'est d'être un atypique, un asocial, puisque tout est calculé pour que la foule aille à l'amphithéâtre. Le public se hâte dans les couloirs de l'amphithéâtre, pressé de trouver une place dans les gradins. L'amphithéâtre peut être considéré comme une miniature de la société romaine. Il faut imaginer, que l'on soit au Colisée ou dans un petit édifice de spectacle en province, qu'on y classe la population de la même manière que dans la vie. Dans les premiers rangs, on va retrouver les sénateurs, donc la grande aristocratie. Ensuite, on va retrouver les chevaliers, la petite aristocratie. Puis graduellement, dans les gradins du haut, on va avoir tout le peuple. Titulus est déjà en tribune, porté par l'euphorie d'un stade en ébullition. L'amphithéâtre est vraiment caractéristique de la culture romaine. Il est né avec Rome, hein, il n'existe pas avant, et il fait partie de l'équipement urbain de toute ville romaine. C'est vraiment un monument qui a été inventé par les Romains spécifiquement pour les combats gladiateurs. C'est étudié pour. Et il y en a partout. On compte entre 250 et 300 amphithéâtres et ils sont répartis dans l'ensemble du monde romain. Ce sont des édifices de spectacles colossaux, avec un public énorme. Par exemple, le Colisée de Rome, c'est pratiquement 50 000 spectateurs. Vous allez assister à des combats de gladiateurs. Depuis son plus jeune âge, Titulus est fasciné par les gladiateurs, véritables dieux du stade. J'adore les sécutors, avec leurs masques de fer. Leurs combats contre les héritières, c'est toujours les plus spectaculaires. Ces combats étaient à l'origine organisés lors des funérailles. Il y a donc une dimension sacrée qui entourait ces combats. Qu'un important est mort, eh bien on va faire s'affronter 2 guerriers qui vont verser le sang dans une forme finalement de sacrifice. Tout le monde finalement a fait des combats gladiateurs autour de la Méditerranée, même si on n'appelait pas ça comme ça forcément. Et c'est les Romains qui, au fil du temps, vont donner un caractère de plus en plus spectaculaire et de plus en plus grandiose à ces combats. Pour un joueur expérimenté comme Titulus, c'est une occasion rêvée de se refaire une santé financière, à condition de miser gros. On m'a dit que le sécutor sortait de blessure. C'est sûr. Il va pas faire le poids longtemps. On va voir les gladiateurs qui s'entraînent la veille d'un grand combat, comme on va voir des chevaux qui s'entraînent avant une course. Et là, on peut se dire, oui, lui, il est en forme, lui, il n'est pas très en forme, il y a des tuyaux qui doivent circuler, des rumeurs. Malheureusement, le tuyau de Titulus n'était pas fiable.
a encore parié sur le mauvais cheval. Donc forcément, quand il y a de l'argent en jeu, dans cette ambiance très surchauffée, qui est liée donc à des combats, des combats où le sang est versé, évidemment ces paris peuvent dégénérer en bagarre, en rixe. C'est quelque chose qui est assez commun finalement à l'intérieur de l'amphithéâtre. Je vais rembourser tout ça. Faustina va être furieuse. Et alors, si papa apprend ça? La fête est finie. La vie a repris son cours et le travail aussi, surtout pour les esclaves. Il n'y a pas de société plus inégalitaire que la société romaine, puisqu'on distingue deux grandes catégories. C'est très tranché, les hommes libres et les hommes non libres qu'on appelle les esclaves. L'esclavagisme, évidemment, n'est pas propre aux Romains seulement. On le retrouve chez les Grecs, on va le retrouver également dans les grands empires orientaux. C'est donc quelque chose qui est tout à fait caractéristique de sociétés antiques, et même c'est un fondement de l'économie. L'agriculture repose justement sur l'utilisation des esclaves. Dans sa grande demeure de chevalier, Licinus, le père de Titulus, se prépare. Les deux esclaves qui habillent Licinus ont peut-être été d'ailleurs achetés au marché aux esclaves, où on examine ces hommes, ces femmes, ces enfants comme des animaux. On regarde leur dentition, on regarde s'ils sont solides, et souvent on discute le prix comme on le ferait d'une marchandise ou d'un animal, et puis on peut repartir avec un ou deux esclaves. Il y a plein de types d'esclaves différents dans l'Antiquité romaine. Il y a ceux qui occupent des postes assez bas, et il y a également des esclaves lettrés qu'on envoie à l'école dans leur jeunesse pour se former sur des tâches plus spécifiques d'assistants, de secrétaires, de comptables. Licinus doit rencontrer des personnes importantes ce matin, alors il enfile sa toge. C'est une longue bande de tissu qui fait plus de 5 mètres qui est enroulée autour du corps. Donc il y a un poids, une rigidité. Il faut, lorsqu'on prononce un discours avec la toge, ne pas gesticuler trop parce que tout est fait avec des drapés et tout peut s'écrouler. Ce n'est pas un vêtement qui est fait pour travailler, c'est le vêtement de la vie politique qui vous oblige à avoir une certaine prestance, une certaine tenue. Les citoyens appartenant à la petite aristocratie, les chevaliers, vont porter une toge avec une petite bande pourpre. Et le but est de pouvoir distinguer au premier coup d'œil à quelle classe sociale appartient chaque personne rien qu'en regardant son vêtement. Licinus a une surprise de taille. Son fils Titulus a daigné lui rendre visite. Il profite de cette rare occasion pour lui rappeler les hautes ambitions qu'il a pour lui. La civilisation romaine est une société de l'honneur. Il est essentiel de se plier aux attentes de sa classe sociale. Donc on attendrait normalement que notre héros suive la même carrière que son père, qu'il rentre en politique ou qu'il ait une belle carrière militaire. Titulus n'est pas venu pour parler de plan de carrière, mais pour se rabaisser une nouvelle fois. Il lui demande de l'argent. Pour Licinus, c'est l'affront de trop. Il ne veut plus voir son fils tant qu'il n'aura pas grandi un peu. Titulus, lui, est trop fier pour accepter cette nouvelle humiliation. Cette vie, il la déteste. Alors il va la changer pour réaliser son rêve d'enfant, devenir gladiateur, que ça plaise à son père ou non. C'est un scandale.
Quand on rentre dans ce type de métier, on est frappé d'infamie. L'infamie est une souillure sociale et juridique qui vous exclut du monde des citoyens. Donc c'est renoncer à tout ce qui faisait sa vie. Pour le père de Titulus, c'est une humiliation. Comment peut-il prétendre avoir une dignité intacte si son propre fils devient gladiateur? Ça veut dire qu'il n'a pas su élever correctement son fils. Donc c'est un drame pour le fils, mais également pour le père. C'est le prestige de la famille qui est entaché. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans une école de gladiateurs d'une autre province, les combattants s'entraînent. Eros, un célèbre sécutor, peaufine sa technique à côté d'un rétiaire. Ce qui vraiment plaît aux Romains, c'est pas finalement deux brutes épaisses qui vont s'affronter à coups de hache. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment des types de gladiateurs qui vont chacun développer un type de combat. On pourrait presque dire un type d'escrime tout à fait particulier. Chaque type de gladiateur a une panoplie très précise. Un myrmillon affronte un thrace. À quelques jours d'un combat à armes réelles, ils mettent les bouchées doubles. Le thrace est un gladiateur tout à fait particulier parce qu'il porte le nom d'un peuple qui a été vaincu par Rome. Il se caractérise d'une part par une épée courbe, caractéristique de l'armement des Thraces, et également par un tout petit bouclier. Aux origines de la gladiature, le fait de mettre en scène des guerriers vaincus avait une vocation, on va dire, de célébration patriotique, c'est-à-dire ça commémorait la victoire des Romains contre les Samnites, les Thraces, les Gaulois. Le thrace essaie de contourner le mur infranchissable du myrmillon. C'est l'opposition des contraires, le grand bouclier contre le petit bouclier, un grand bouclier qui évoque peut-être le bouclier des légionnaires romains. L'arme, elle est simple, c'est un glaive, là aussi un peu comme les légionnaires romains, et une protection sur le bras droit qu'on appelle la manica. L'excellente réputation de cette école n'est plus à faire. Elle est due, en grande partie, à son entraîneur. Les entraîneurs, ce sont des anciennes vedettes qui ont obtenu la liberté à l'issue de combats particulièrement brillants. Et donc, il a une expérience qui est précieuse. Il peut rester dans des écoles de gladiateurs qui peuvent le payer même cher pour pouvoir transmettre ses secrets, ses recettes, ses petits coups finalement qui l'ont rendu célèbre. C'est ici que Titulus veut commencer sa nouvelle vie. Mais pour cela, il va d'abord falloir convaincre le laniste, le directeur de l'école, qu'il ferait un excellent gladiateur. On dit que Martialis forme les meilleurs gladiateurs de la région. C'est lui qu'il me faut. Le laniste est un personnage clé parce que c'est lui qui recrute les gladiateurs. C'est lui peut-être qui organise leur entraînement, même si c'est pas lui l'entraîneur. Laniste, l'origine, ça vient de marchand de viande, quoi. Donc c'est un mot très péjoratif parce que il fait le commerce des gladiateurs. Martialis veut s'assurer que ce jeune homme fougueux et ambitieux a bien réfléchi aux conséquences de son choix. Il en a vu passer beaucoup avec des rêves de gloire, et nombreux sont ceux qui y ont perdu la vie. C'est un businessman avant tout, quoi. C'est quelqu'un qui doit repérer donc les talents possibles, investir dessus, prendre des risques, et puis de temps en temps créer une star. Et là il va gagner beaucoup d'argent. Martialis a besoin de l'avis de son entraîneur sur le potentiel de ce nouveau candidat. Ses capacités physiques et techniques ont l'air plutôt bonnes.
il peut réussir, s'il travaille dur. Martialis est ravi, une nouvelle recrue vient de lui tomber du ciel. Il y a un contrat, oui. Un contrat passé avec son impresario. Donc soit il s'engage pour un nombre d'années donné, 3, 4, 5 ans, sûrement pas beaucoup plus, soit quelque chose comme 15, 20 ou 25 combats à armes réelles. En fait, c'est quelque chose qui est très encadré par la loi. Ça y est, Titulus réalise enfin son rêve. C'est bizarre. Je vais tirer un trait sur tous mes privilèges et pourtant, je me sens libre. Pour la première fois. Je deviendrai aussi célèbre et puissant qu'Héros, la star de l'équipe. C'est ici que commence ma nouvelle vie. Le gladiateur est l'objet d'un paradoxe en fait. On a à la fois un personnage extrêmement célèbre, parce que ce sont des héros. On les admire parce qu'ils combattent, ils se mettent en danger pour satisfaire la société romaine qui a besoin de spectacles. Et en même temps, ce sont des gens qui, dans l'échelle sociale, sont très bas, parce que ils font un métier un peu banni, un peu maudit. Titulus doit maintenant annoncer sa décision à Faustina. Comment va-t-elle réagir? Va-t-il devoir aussi tirer un trait sur son mariage? Il ne doit pas faiblir. D'autant que Faustina a d'autres projets. Avoir un enfant de leur union. Dans le monde romain, le but de la bonne mère de famille, la matrone, est d'avoir des enfants. La sexualité n'est pas une simple distraction dans l'esprit des Romains. Il y a des enjeux politiques. Avant tout, il faut mettre au monde des petits citoyens qui vont continuer à développer l'Empire. Pour Titulus, ce n'est vraiment pas le moment de devenir père. Et ça fait bien longtemps qu'il ne désire plus Faustina. Le rapport érotique entre le couple est quand même très limité. Pour une femme mariée, on va tolérer évidemment le baiser érotique, quelques caresses mais pas trop, et puis on va leur demander de faire l'amour dans une chambre où il n'y a pas trop de lumière la nuit. Si on voit Titulus qui n'est pas vraiment très intéressé par son épouse, qui fait ce qu'elle peut, hein, la pauvre, c'est peut-être qu'il va chercher du plaisir ailleurs. Les prostituées sont très nombreuses. Dans l'Antiquité romaine, les prostituées ont une véritable place au sein de la société. Elles ont pour but de divertir les hommes, de canaliser leur énergie sexuelle, et on en trouve très facilement et partout. Titulus annonce brusquement à Faustina qu'il va devenir gladiateur. Pour sa femme, c'est un drame. Ça l'a déjà été pour le père de Titulus. On pourrait presque dire que c'est encore pire pour sa femme. Pour elle, c'est la pire des déchéances sociales. Si elle reste avec son mari, elle va être entraînée dans l'infamie de son mari. Donc on peut imaginer à quel point elle est affolée par la décision de son mari. Et soit il accepte de revenir sur sa décision de ne pas devenir gladiateur, soit elle sera dans l'obligation de le quitter. Faustina n'hésite pas un seul instant. Ce sera le divorce. Titulus vient de couper le dernier lien avec sa vie d'avant. Il espère qu'il ne le regrettera pas. Heureusement, son rêve se concrétise bientôt. Il intègre l'école officiellement en prêtant serment aux lanistes. Toute ma vie, je me souviendrai de ce serment. Je jure d'accepter, s'il le faut, le feu, les fers, le fouet, la mort par le glaive et tout ce que mon maître ordonnera. Tel un vrai gladiateur, je lui offre mon corps et mon âme. Les mots sont durs, c'est-à-dire qu'ils marquent justement un engagement volontaire, c'est-à-dire que il n'est pas contraint, il a choisi de faire ça. S'il a choisi d'une manière libre de combattre dans l'arène, il ne peut pas en partir librement.
Et parmi les moyens que l'impresario peut développer pour le forcer à combattre, il y a la torture. Un aristocrate, c'est très rare ici. Titulus a face à lui des esclaves qui espèrent décrocher leur liberté à la fin de leur contrat ou des citoyens pauvres, avides de fortune. Saura-t-il trouver sa place parmi ces combattants si motivés? Quand on parle de gladiateur, on pense tout de suite à Spartacus. Spartacus, c'est un esclave, un prisonnier de guerre que l'on va contraindre à être gladiateur, et pour lui, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. S'il est vaincu, il est tué. C'est pas du tout l'époque qui concerne Titulus. Là, on est passé à une gladiature professionnelle, où ce sont des engagés volontaires qui vont prendre cet engagement de risquer leur vie. L'homme libre peut se faire une carrière grâce à la gladiature, oui. S'il est un combattant, s'il a une forte tête, s'il est un athlète, s'il est intelligent. Ça y est, Titulus fait maintenant partie de la grande famille des gladiateurs. Enfin, il lui reste tout à prouver. On s'entraîne surtout devant un poteau, ce qu'on appelle le palus. C'est un élément fondamental de l'entraînement, c'est un peu comme le sac de frappe des boxeurs. On va répéter à l'infini. Coup de glaive, les différentes postures qu'on peut avoir au combat. Pour l'entraîneur, Titulus n'est qu'un fils de bonne famille. Il va lui apprendre ce qu'est la vie de gladiateur. Les gladiateurs, quand ils combattent, ils ne combattent pas comme D'Artagnan déjà. Ils ne vont pas faire cling-cling avec l'autre adversaire. Ils mettent d'abord le bouclier en avant. Le bouclier va frapper, va déstabiliser. La lame va pouvoir frapper avec la pointe, mais on va plutôt chercher à trancher. On va surtout chercher à passer par derrière l'épaule, par derrière la jambe, pour essayer de blesser l'adversaire. Titulus ne s'attendait pas à un tel traitement. Il est épuisé. Mais l'entraîneur insiste encore. Et encore. C'est la première fois que l'on donne des ordres à Titulus sur ce ton. Alors, avec son mauvais caractère, il se rebelle. Tu vas continuer! Tu vas continuer! Il faut l'intervention d'Eros, la star de l'école, pour que la situation ne dégénère pas. Ici, Titulus n'est rien, et l'entraîneur est sacré. Je suis complètement perdu. Je croyais vivre mon rêve, et je me retrouve humilié devant tout le monde. Est-ce que j'ai pas fait une énorme bêtise ? En cette douce fin d'automne, la vie suit son cours dans la ville natale de Titulus. Il est très facile d'aller picorer à tout moment de la journée dans différentes petites échoppes, différents petits bars. On peut y consommer de la charcuterie, on peut y consommer du fromage, du pain, du vin. Donc c'est un lieu où on peut manger simplement, mais rapidement.
Il s'agit en quelque sorte de l'ancêtre des fast-foods de nos sociétés contemporaines. Licinus profite de ce moment aux abords du forum pour nouer de nouvelles relations. Sa carrière politique ne s'est jamais aussi bien portée depuis que Titulus a disparu de sa vie. Dans la ville, il y a un lieu qui est absolument fondamental, c'est le forum. Le forum, c'est la place centrale. Ce lieu est bordé de colonnades où on va trouver des boutiques, on va trouver des bâtiments publics comme des temples ou des lieux de réunion politique également. C'est un endroit où l'on discute des affaires de la ville, où on discute de ses affaires privées, où l'on discute des affaires commerciales. C'est vraiment là que se nouent et se dénouent les contrats, en quelque sorte. La vie n'est pas aussi douce pour Titulus, qui répète des milliers de fois les mêmes gestes. Il ne pose plus de questions. Il travaille. L'entraînement va permettre d'anticiper le coup de l'adversaire, de combattre plus par instinct que par réflexion. Et il maîtrise chaque jour de nouvelles techniques. On est vraiment dans des sportifs de haut niveau. C'est pas non plus les montagnes de muscles qu'on peut voir parfois, mais tous seront des athlètes qui doivent avoir du souffle. Titulus réussit même à attirer les encouragements d'Eros, son modèle. L'équipe serait-elle en train de l'accepter? Les gladiateurs qui appartiennent à une même famille de gladiateurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux-mêmes, vont développer forcément des liens très très forts. Ils ont la même vie, ils ont les mêmes dangers. Puis, un matin de printemps, l'entraîneur demande à Titulus, mais aussi exceptionnellement à Eros, d'enfiler des tenues de provocateur. On peut penser que le provocateur, c'est une sorte de base fondamentale de la gladiature. Parce que le provocateur va combattre contre un autre provocateur. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité. Il va apprendre les éléments fondamentaux du combat gladiateur et après deviendra-t-il un autre gladiateur. Il est temps de tester Titulus dans un affrontement à armes émoussées. L'entraîneur est curieux de savoir s'il saura donner du fil à retordre à son meilleur élément et se montrer digne des espoirs que l'on place en lui. Le provocateur a un casque particulier, un casque rond. Il a un glaive très court et droit. Il a un bouclier, on va dire, qui est de taille moyenne, qui va lui permettre surtout de frapper. Il est fait vraiment pour allonger et atteindre l'adversaire. Il a une protection aussi de thorax. Peut-être parce que justement, comme il prend des coups de bouclier, un coup qui serait pris donc au thorax pourrait peut-être lui casser la cage thoracique. Parce que c'est vraiment un puncher, le provocateur. Eros joue volontairement l'observation, mais place de temps en temps un coup imparable. Titulus n'est pas pour l'instant cette nouvelle vedette tant attendue par le laniste. En revanche, il est fidèle à son caractère, coriace et intrépide. Ce sont des qualités essentielles. Il réussit d'ailleurs à mettre Eros en difficulté. Dans un combat de gladiateur, tout se passe très très vite, ça dure pas des heures, hein. Ça dure peut-être 3-4 minutes. C'est un combat très explosif. Ils sont épuisés par l'effort. Ça rappelle un peu le sumo des Japonais aujourd'hui, hein. Un affrontement violent et puis très rapidement, il y en a un qui a le dessus. Finalement, l'expérience parle. Titulus finit à terre, vaincu. L'affrontement a été rude, mais Titulus semble avoir gagné le respect d'Eros.
Il est fier car il sait qu'il a été courageux. J'ai l'impression que mon premier combat approche. Mais est-ce que je suis vraiment prêt ? Perdu dans ses pensées, Titulus n'a pas prêté attention au public qui assistait à son combat. Pour les femmes romaines, les gladiateurs, ce sont des hommes au physique assez avantageux, très forts, très séduisants. Et puis il y a ce côté un petit peu transgressif, hein, c'est comme tomber amoureuse d'un bad boy. Donc quand on est une femme de la haute aristocratie, ces gladiateurs peuvent devenir de véritables objets de convoitise. Il y a beaucoup de femmes qui viennent justement les voir, donc ça à s'entraîner. Il y a un rétiaire par exemple qui avait pour surnom le soupir des pucelles. Le regard des femmes a changé et Titulus en est flatté. On a des exemples de sénatrices, de femmes de sénateurs qui laissent tomber leur sénateur de mari pour suivre des gladiateurs vedettes. En cette fin de printemps, l'atmosphère semble paisible. Mais pour les gladiateurs de l'école, c'est le dernier moment de répit avant d'importants combats. Pour les gladiateurs, le soin du corps et de la santé est absolument fondamental. Il est important pour le laniste de veiller à ce que ces gladiateurs soient en bonne santé, en bonne forme et surtout qu'ils soient compétitifs dans l'arène. Titulus apprécie tout particulièrement l'atmosphère saturée d'humidité de la salle chaude des thermes. Les Romains, comme les Grecs, croient en la théorie des humeurs, c'est-à-dire que le corps est régi par différents fluides et la chaleur de différentes pièces qui vont être traversées par le visiteur des thermes eh bien, pourra réguler ces différents fluides qui parcourent le corps et sont garants de la bonne santé. L'eau est absolument essentielle chez les Romains. Elle est un signe de civilisation, de progrès technique également qui est apporté auprès des populations qui sont conquises. Outre les thermes qui sont très importants, qui font une consommation d'eau absolument considérable, on la trouve partout. On la trouve jaillissant dans les rues, dans les fontaines publiques. On la trouve chez les artisans et certaines maisons luxueuses ont l'eau à domicile. On a calculé d'ailleurs qu'à Pompéi, aucun Romain n'est à plus de 80 mètres d'une fontaine publique. C'est dire combien dans sa vie, l'eau est omniprésente. Titulus a remarqué que dans la chaleur des bains, les conversations se font plus personnelles. Et même Eros se confie de plus en plus souvent à lui. Mais que veut-il au juste? L'hygiène pour les Romains, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on pense qu'un corps sain, bien propre, appétissant, j'oserais dire, recèle une âme virile, une âme noble. Il ne faut pas oublier que Rome est une société où on vit en interaction avec les autres et prendre soin de son image fait partie de quelque chose de très important. Il n'existe pas l'équivalent du savon, hein, dans l'Antiquité, ça n'existe pas. Donc on va transpirer beaucoup pour pouvoir racler la peau. C'est-à-dire qu'on emprisonne la crasse avec l'huile et qu'on se gratte avec ce racloir qu'on appelle l'estrigile, eh bien il va encore ressortir un peu de saleté, un peu de crasse. Et on va débusquer la crasse au plus profond de sa peau. Apparemment, Eros n'est pas un roc sans faille. Lui aussi a peur. Plusieurs cauchemars lui font craindre pour sa vie. Les Romains ont tendance à interpréter toutes les petites choses du quotidien. Un objet qui va tomber d'une manière étrange, un rêve effrayant, tout pour eux est le signe de quelque chose lié au monde divin ou infernal qui essaye de les prévenir. Donc c'est des présages qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, surtout pour un gladiateur. Eros fait une demande importante à Titulus. Veiller sur sa famille s'il lui arrive malheur. Pourquoi un champion comme Eros pense-t-il à sa mort?
Et pourquoi m'accorde-t-il son amitié? J'espère être à la hauteur de sa confiance. L'heure du premier combat a sonné pour Titulus. Il se déroulera lors d'une soirée privée d'un sénateur. Mais est-il suffisamment aguerri pour survivre? Alors que les gladiateurs se préparent en coulisses, les invités ne se doutent de rien et profitent d'un beau banquet. Le seul repas important de la journée, c'est le repas du soir, ce qu'on appelle la Kena, qui a donné la scène chez les chrétiens. Et en fait, on le prend vers 17h, 18h. Les Romains mangent allongés sur des lits disposés en forme de U dans la salle à manger, ce qui permet d'échanger et de discuter. On ne se met pas où on veut autour d'une table. Il y a sur le lit central la place d'honneur qui se trouve à gauche et qui va être occupée par la personne qui a le grade le plus important parmi les invités. La famille avec le maître de maison et l'épouse se tient sur le lit de gauche et les autres invités, un peu moins importants, se trouvent sur le lit de droite. Ce riche Romain a sélectionné les meilleurs plats pour ses invités. Tous les Romains, toutes les Romaines raffolent des fruits de mer. On sait par exemple que des huîtres pouvaient être apportées jusqu'en Suisse actuelle, ce qui a supposé que les Romains maîtrisaient tout à fait la conservation de ces produits frais. On les enveloppait d'algues et on arrivait à les conserver quelque temps. On ne connaît pas l'usage de la fourchette et on se sert avec la main droite bien entendu, parce que la main gauche c'est un mauvais présage. En latin, gauche sinistra, qui a donné notre adjectif sinistre, et donc il n'est pas question de provoquer les dieux. L'hôte a aussi choisi d'excellents vins et ses invités sont flattés. C'était son intention. Ce banquet, il revêt une importance capitale. D'abord, il va montrer la puissance de l'hôte, de celui qui reçoit. C'est un moment où on se met en scène dans l'espace social. On peut en effet inviter à sa table un homme politique, un grand négociant, pour pouvoir discuter et mener ses affaires autour de plats et de vins. Mais les invités n'ont encore rien vu. Leur hôte les a installés dans la pièce voisine. Dans le monde romain, on aime les riches, on adore les riches, surtout quand ils sont généreux. Et le plus beau cadeau que l'on peut faire, la plus belle animation, c'est de proposer dans un cadre privé un combat de gladiateurs. Les faits dépassent toutes ces attentes. Les convives sont sous le charme, d'autant que le combat se déroulera à armes réelles. Dans la carrière d'un gladiateur, on peut estimer qu'il va faire des centaines, peut-être des milliers de combats, mais des combats avec des armes mouchetées. Et puis quelques combats rares pendant l'année où la mort peut être vraiment en jeu. Et donc là, on sait que les combattants vont donner tout ce qu'ils ont dans les tripes, ils vont risquer d'être blessés, ils seront blessés. Donc le combat à armes réelles est très recherché par le public. J'ai jamais eu aussi peur. J'ai tout sous ce casque. Un seul coup de glaive et je suis mort. L'arbitre donne le signal. Le combat commence. Dans les films, il y a un personnage que je ne vois jamais, c'est l'arbitre. Et pourtant, l'arbitre est présent toujours dans ces combats de gladiateurs. Son rôle n'est pas un rôle comme dans les arbitres de boxe, se dire « Ah non, il a frappé en dessous de la ceinture, c'est un mauvais coup ».
On peut dire que les gladiateurs, tous les coups sont permis. Par contre, l'arbitre est là pour témoigner de la réalité de l'engagement. Il n'y a pas eu d'entente entre tous les deux. Moi, je les vois de près, et puis il n'y a pas eu d'escroquerie. Les deux jeunes combattants sont impressionnés et le combat a du mal à démarrer. L'arbitre les réprimande. Ce que l'arbitre doit pouvoir faire, c'est rythmer le combat. Par exemple, s'il y a l'avantage qui est gagné par un gladiateur, par exemple, il arrache le bouclier de son adversaire, c'est-à-dire, hop, on arrête le combat, on retire le bouclier qui a été perdu, et maintenant, continue sans bouclier. Ça permet aux deux de reprendre un peu souffle et de relancer le combat dans une combinaison nouvelle. Le combat des gladiateurs n'est pas une bagarre désordonnée, ni le but d'étriper l'adversaire. C'est un art, hein, ça rappelle les arts martiaux. C'est un art du combat. Le bouclier rouge de Titulus vient frapper son adversaire à plusieurs reprises. Il prend confiance. Mais ce provocateur a une bonne garde. Titulus ne peut jamais l'atteindre et il prend coup pour coup. Comment faire pour le blesser ? La fatigue se fait sentir et Titulus est poussé dans ses retranchements. Son adversaire est de plus en plus menaçant. Titulus enrage. Une erreur de débutant. Je peux plus m'appuyer sur ma jambe. Si je ne réagis pas tout de suite, je suis un homme mort. On peut effectivement avoir peur. Pourquoi? Parce que si l'on est vaincu, on n'hésitera pas trop à exécuter un jeune gladiateur, parce qu'il n'a pas de palmarès, parce qu'il n'a pas fait de preuves. Après, la réputation se fait, la cote va augmenter, et donc le risque d'être exécuté va diminuer en même temps que l'on avance dans la carrière. Titulus lance quelques assauts désespérés. Et en une fraction de seconde, il fait basculer le combat. Le public est ravi de ce renversement de situation. Dans le monde romain, on aime la victoire, mais il y a la manière de l'obtenir. Ce qu'ils vont rechercher, c'est le geste technique, c'est la tradition guerrière. Et il faut avant tout que le gladiateur donne un spectacle, un beau spectacle. Ça y est, il a gagné son premier combat. Pour le vaincu, c'est le terrible moment de demander la grâce du public. Le but du combat, c'est l'intervention du public. C'est-à-dire le moment où le public donnera son verdict. Titulus retient son souffle. Va-t-il devoir mettre à mort son adversaire ? Un geste qui est universellement connu, c'est le pouce renversé. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est faux, c'est une mauvaise interprétation d'un texte latin qui a inspiré ensuite tous les films de gladiateurs. Pour demander la grâce, le public va utiliser la serviette que chaque Romain va avoir pour dire voilà, il mérite de survivre. Sinon, si on dit qu'il n'a pas bien combattu, on peut crier « Yugula », égorge-le, et tendre la main comme ça. Et ça veut dire la mort. Donc, suivant les réactions du public, l'éditeur, celui qui offre les combats, se retrouve juge et va dire il mérite de vivre ou il mérite de mourir.
Le public a visiblement apprécié la qualité du spectacle. L'organisateur décide de gracier le vaincu. La mort n'est pas systématiquement l'issue de tous les combats. Le gladiateur est une marchandise de luxe, il appartient à quelqu'un, il est entraîné, on a investi de l'argent sur lui, donc on ne le fait pas tuer au bout de 5 minutes de combat. On peut estimer que dans les combats à armes réelles, on va avoir 10-20% d'exécution au maximum, d'après les sources dont on dispose. Dans une pièce adjacente, Titulus est immédiatement pris en charge par le médecin de l'école. Sa blessure est-elle grave? Le médecin occupe une place importante puisqu'évidemment, les gladiateurs sont victimes très souvent de blessures, qu'elles soient liées à l'entraînement ou au combat lui-même. C'est aussi important qu'un vétérinaire pour des chevaux de course. C'est-à-dire qu'un gladiateur, c'est un investissement. Donc s'il a une mauvaise blessure et si on n'arrive pas à stopper l'hémorragie, eh bien il va être perdu. Et c'est dommage pour le laniste qui pouvait espérer encore d'autres combats et d'autres revenus avec le même gladiateur. Donc on en prend soin. Le médecin réagit rapidement. C'est un homme d'expérience. Ses gestes sont précis. Galien, qui est un des médecins les plus importants de l'époque romaine, a lui-même été médecin des gladiateurs. Par exemple, des gladiateurs qui se sont fait éventrer, dont les viscères ressortent et pour lesquels il va trouver des solutions pour les guérir. Il en est très fier et il a dit, moi, pendant ma période, il n'y en a que 2 qui sont morts de leurs blessures. Bon, pour lui, c'était un exploit parce qu'il avait sauvé beaucoup de blessés grâce à son savoir. Le médecin rassure Titulus. Il est hors de danger. Pendant ce temps, son ami Eros combat à son tour devant les invités. Une clameur monte soudain de la pièce voisine. Serait-il arrivé quelque chose de grave ? Pour guérir les plaies, les médecins romains ont très souvent recours au cataplasme. Dans la composition de ces remèdes, on trouve énormément de plantes médicinales, des plantes qui peuvent encore être utilisées d'ailleurs aujourd'hui, mais également des aliments et la boisson. Et par exemple, le vin est très fréquemment utilisé soit pour guérir de l'intérieur lorsqu'il est ingéré, mais aussi en application sur la peau et sur une blessure. Eros prend la place de Titulus dans l'infirmerie. Il est presque inconscient. Il a perdu beaucoup de sang. Que va pouvoir faire le médecin? Malheureusement, cette fois-ci, les cataplasmes ne suffiront pas. Le cliché habituel, c'est de dire les Romains sont sadiques, ils sont cruels, ils aiment le sang. Le Romain, je pense, c'est ni plus ni moins cruel que nous aujourd'hui. Simplement, pour lui, la gladiature a un sens qu'on a perdu, qu'on a oublié. Le rapport à la mort dans les sociétés anciennes est évidemment différent d'une autre. La mort est plus présente, l'espérance de vie est plus courte. Rome est une société qui est assez violente. Il faut bien imaginer que on a une armée de métiers et que c'est grâce à cette armée qu'on fait des conquêtes. Et ça nous en dit beaucoup sur la psychologie du Romain, qui aime la discipline, qui aime l'art militaire. Et on considère que faire risquer sa vie à un homme, eh bien, c'est faire que sa vie soit exaltée et prenne une dimension très importante. Eros a été tué par Anthrax. Un gladiateur à la sinistre réputation. À l'extérieur, Titulus attend des nouvelles de son ami. Comment Eros a-t-il pu se faire surprendre?
Pourquoi cette prémonition étrange? Ce n'est pas le médecin qui vient lui annoncer la nouvelle, mais Anthrax lui-même. À sa manière. Quel mépris! Comment peux-tu insulter Eros comme ça? Je te retrouverai. La dépouille d'Eros est brûlée devant ses compagnons d'école, réunis pour un dernier hommage et pour entourer Victoria, la compagne du défunt. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le principal rite funéraire qui est pratiqué est la crémation. Le corps en fait est placé sur un bûcher dans lequel vont être placées des formes d'offrandes, des poteries par exemple, des parfums. Et sur les yeux du mort ou dans sa bouche sont disposées des pièces. C'est les pièces de monnaie qui symboliquement vont permettre à l'âme du défunt de payer le passeur qui emporte l'âme depuis le monde des vivants jusqu'au monde des morts. Et si le mort n'a pas les moyens de payer cet obol, il sera prisonnier entre la vie et la mort. Pour Victoria, l'avenir s'annonce très sombre. Son homme la laisse seule, sans ressources, avec un jeune fils. Le Romain, dans l'Antiquité, n'a absolument pas la même vision de la mort de celle que nous avons aujourd'hui. On a des stèles funéraires sur lesquelles est écrit « Je fus, je suis mort, je m'en moque ». La mort, c'est la continuité de la vie et tout le monde connaîtra ce sort et on l'accepte. Titulus tient à rassurer Victoria. Il s'occupera d'elle et de son fils, comme il l'avait promis à Eros. C'est tout à fait cohérent qu'un gladiateur prenne soin de la femme d'un autre gladiateur qui vient de mourir. C'est son collègue, son compagnon, même son ami. Il y a une fraternité à ce niveau-là. Et l'obligation morale pour les autres gladiateurs de prendre soin donc des veuves et des enfants parce qu'elles n'ont pas vraiment d'autre choix. Si les autres gladiateurs ne l'aident pas, elles risquent fort de sombrer dans la prostitution pour devoir trouver de l'argent, d'où l'entraide qu'il y avait dans ce petit monde. La première victoire de Titulus marque le début d'une longue série. Caché sous un casque de sécutor, il devient le célèbre Taurus, l'un des combattants les plus redoutés de sa province. Un gladiateur, c'est finalement un artiste quelque part, il a un nom de scène. Donc les gladiateurs vont choisir ce type de nom, qui vont évoquer la force, comme Taurus. C'est comme ça qu'on va les connaître. C'est aussi une façon de cacher leur identité antérieure, puisque pour la plupart d'entre eux, ce sont des hommes libres qui vont aborder une carrière qui les met en marge de la société. Il peut acquérir un statut important, c'est-à-dire être adulé par les foules. C'est une vedette, c'est une star. Taurus obtient enfin ce qu'il avait recherché toute sa vie, la reconnaissance. Il n'a qu'un seul regret. Jamais il ne croise la route de celui qu'il déteste. Anthrax. Taurus a arrêté sa carrière sur une énième victoire, il y a quelques mois. La moyenne, elle va tourner autour de 20 combats à armes réelles.
dans une carrière de gladiateur. On va dire c'est pas beaucoup, mais sachant que pratiquement la plupart de ces combats devaient se solder par des blessures plus ou moins graves, ça veut dire qu'une saison de gladiateur pouvait être interrompue par une blessure. Donc pour atteindre finalement son objectif de son contrat, il fallait peut-être 3 ou 4 années ou 5 années. Comme tous les enfants du monde, les petits-enfants romains ont des modèles, ont des héros dans la tête. Et souvent, le papa leur fabrique une petite épée en bois, un bouclier un peu sommaire, et ils jouent au gladiateur en quelque sorte, ce qui est normal, c'est un peu leur héros. Mais ils ont bien d'autres jeux, hein. Eux aussi jouent au dé, ils peuvent jouer pour les filles à la poupée, pour les garçons ils peuvent pousser ou traîner un petit cheval de bois. Taurus vit désormais avec Victoria. Félix, l'enfant qu'elle a eu d'Eros, est comme son propre fils. Il a remboursé toutes ses dettes. Une carrière de gladiateur peut ramener quand même plusieurs dizaines de milliers de sesterces. Plus ils avancent dans la carrière, plus les contrats sont importants, plus finalement la part qui leur revient, le quart du contrat peut devenir importante. Il peut faire fortune, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir une résidence en ville, cossue, et une résidence à la campagne, cossue. Pour Victoria, rien n'est plus précieux aujourd'hui que cette paix. Et elle est bien décidée à ne pas perdre une deuxième fois l'homme de sa vie. Autant les matrones, les femmes mariées, sont tenues de domestiquer leur chevelure, puisque la chevelure est quelque chose d'extrêmement érotique, donc de se faire des chignons, autant la concubine d'un gladiateur est tout à fait libre de se coiffer comme elle le veut, porter des coiffures relâchées, strictes. Elle peut aussi porter des tenues vestimentaires qui montrent un peu plus son corps et qui la mettent en avant. Victoria a certainement à cœur de se rendre belle, et c'est vrai qu'il y a des canons de la beauté, il y a des standards, et notamment il faut avoir le teint extrêmement pâle. Le but des cosmétiques est de renforcer le chromatisme naturel du visage. On va chercher d'une part à blanchir son teint, avec des produits parfois extrêmement corrosifs, comme le plomb, qui est un peu l'ancêtre du fond de teint, ce qu'on appelle le blanc de céruse. Et on va rajouter du noir sur les yeux pour intensifier le regard, et du rose sur les pommettes et du rouge sur les lèvres. Au sortir de l'hiver, Martialis, le laniste, passe à l'improviste. Il prend quelques nouvelles de la famille. Mais Taurus sait très bien qu'il n'est pas venu pour ça. Martialis lui propose un dernier combat. Taurus refuse immédiatement. Mais comment refuser une aussi grosse somme d'argent? Le monde de la gladiature, c'est un monde d'argent, c'est un monde de business. Et on peut dire tout à fait qu'il y a un mercato des gladiateurs, où on peut faire monter les enchères. D'ailleurs, on va même faire des lois pour limiter le prix des gladiateurs, tellement ça explose. Et on voit, si vous voulez, des gladiateurs qui viennent de très loin, d'Arabie, par exemple, vous voyez. Donc, ces vedettes bougent. Ils peuvent très bien passer d'une troupe à une autre. Et donc, on peut tout à fait imaginer, on en a des cas, un gladiateur qui a terminé son contrat et que l'on va solliciter pour un ultime retour dans l'arène, pour faire plaisir finalement à tous ces fans. Et ça, évidemment, ça se paye. Ça se paye en sesterces sonnant et trébuchant, et ça peut atteindre des sommes très importantes. J'ai
plus de son argent. Mais Martialis a un dernier atout. L'adversaire sera Anthrax, celui qu'il a toujours voulu combattre pour venger son ami. Taurus relève le défi. Le choc est terrible pour Victoria. Le printemps suivant, tous les jours, aux aurores, Taurus fait face au Palus. Il répète ses gammes pendant des heures, jusqu'à épuisement. Aura-t-il le temps de retrouver le niveau pour battre un adversaire aussi dangereux qu'Anthrax? À l'approche du combat, Anthrax est dans une condition physique redoutable. Mais il sait que cela ne suffira pas pour vaincre Taurus. Il doit aussi s'assurer le concours d'autres forces, plus maléfiques. Les Romains sont très superstitieux. Ils croient aux forces du mal, aux volontés des dieux. Donc nécessairement, il y a la conviction qu'il est possible d'influer sur le destin d'autrui en lui jetant un sort. Et pour cela, il faut passer par une figure incontournable qui est celle de la sorcière. Cette sorcière l'a bien aidé par le passé, notamment lors de son combat contre Eros. Anthrax lui demande à nouveau une tablette d'envoûtement. L'utilisation de ces tablettes de plomb, des tablettes de Defixio comme on les appelle, qui ont été retrouvées en très grand nombre à travers l'Empire, consiste à graver en fait une formule de maléfice à l'encontre de la personne visée. Elle va écrire un message du type abracadabra, et on va dire « Je souhaite que mon ennemi soit paralysé ou qu'il se casse une jambe ». Si on a pu se procurer des cheveux de l'individu que l'on déteste, alors là c'est encore mieux, c'est phénoménal, là, le sort va marcher sans problème. Et on va rouler la tablette un plomb. En effet, les morts et les dieux infernaux vivent dans les mondes souterrains. Et donc il s'agit ainsi de rendre plus efficace le maléfice que Anthrax souhaite adresser à son adversaire. La sorcière demande à Anthrax d'enterrer la malédiction au plus près de son adversaire. L'entrée de l'arène d'entraînement fera très bien l'affaire. Il n'a plus qu'à attendre les effets du maléfice. C'est la dernière nuit de Taurus avant de partir pour son combat. Mais pourquoi je me vois mourir comme ça tout le temps? J'ai jamais fait de cauchemar jusqu'ici. Victoria aussi est inquiète. Elle se souvient des rêves prémonitoires d'Eros. Elle supplie Taurus de renoncer. Impossible. Il ne peut pas revenir sur son engagement.
Chez les Romains, il y a quelque chose qui est très fort, c'est la fides. La fides, c'est la foi, c'est l'engagement, c'est le contrat. C'est même une divinité, elle a son siège dans la main de l'homme. C'est pour ça qu'en prête serment, on lève la main. Donc c'est aussi s'engager par rapport à une divinité. C'est de dire, je ne reculerai pas, je ne reviendrai pas sur ma parole. Au petit matin, Taurus fait ses adieux à la famille, avant de partir pour la capitale de la région voisine. Et si les dieux n'étaient plus avec moi? J'ai pas envie de les quitter. Les jeux s'enchaînent depuis 2 jours, annoncés par des processions dans les rues de la ville. C'est un moment où on présente les stars qui vont s'affronter. Quand un homme politique met beaucoup d'argent sur la table pour offrir un grand combat de gladiateurs, avec des gladiateurs célèbres, mais il faut que ça se sache. C'est-à-dire qu'on va les montrer, on va les exhiber, on va même dire précisément combien ils ont coûté, quel est leur palmarès, combien de victoires, quelle est l'école à laquelle ils appartiennent. C'est le Flamine, le grand prêtre de la région, qui paie ses festivités pour son élection. C'est une ambiance de fête. C'est toute la population de la cité, mais c'est aussi une partie de la population des cités voisines qui va venir. C'est très impressionnant. On se dit, tiens, ces gens-là, on les voit, ils sont là, jeunes, en bonne santé, tout ça. Et on se dit, tout à l'heure, ils vont mourir. Dans les sous-sols de l'amphithéâtre, Taurus se prépare au combat final des Jeux. Depuis le matin, la tension monte dans le stade. Le matin, on y organise des chasses artificielles. On transforme l'arène en une forêt, on lâche des animaux et puis il y a des chasseurs qui sont là. Les chasses, c'est l'occasion de montrer des espèces exotiques. Par exemple, rhinocéros, éléphants. Et donc, quelque part, la plèbe romaine, assise sur les gradins, a en face d'elle toute l'universalité de l'Empire. À l'heure du repas, eh bien, on met les condamnés à mort à croquer aux fauves, et puis l'après-midi vient le moment tant attendu des combats. Taurus entend la foule déchaînée encourager les gladiateurs. Elle attend le clou du spectacle, son combat contre Anthrax. Cela fait quelques heures qu'il se sent mal. Seraient-ce les effets du maléfice? Pour la première fois, il doute de sa force.
justice. Protégez-moi du mauvais sort. Et préservez-moi de la mort. Donnez-moi la force de vaincre, avec dignité et courage. S'en remettre au Dieu, prier dans cette petite chapelle qui est dédiée à ça, c'est tout à fait normal. La vie des Romains est imprégnée de sacralité, de religion. On croit en une pluralité de dieux et chacun sont spécialisés dans différents domaines. Évidemment, on peut avoir ses dieux préférés. Chez les gladiateurs, ça va être les dieux qui sont liés justement au monde de la guerre, de la force, du courage, qui vont être les plus sollicités. Soudain, les deux gladiateurs font enfin leur entrée dans l'arène. La foule déchaînée, encouragée par le crieur public, acclame le généreux Flamine qui offre ce combat d'anthologie. Il s'agit en fait de Licinus, le père de Taurus. Dans le monde romain, lorsqu'on occupe une fonction importante, que ce soit tant dans le domaine politique que dans le domaine religieux, en tant que prêtre par exemple, il est important de contribuer au divertissement du peuple. Un empereur qui donne des spectacles est populaire. Néron est très populaire, parce qu'il donne beaucoup de spectacles. Tibère n'est pas populaire parce qu'il est radin. On dit merde, il donne jamais de spectacle, c'est pas possible ce type-là. Et il prête ses sous, il est mal vu. Donc ces combats gladiateurs, c'est une façon de se faire remarquer, de gravir des échelons dans la hiérarchie politique, et pour un notable de province, de peut-être avoir une chance d'être remarqué par le pouvoir de Rome. Donc pour Licinus, c'est très important, c'est le plus grand jour de sa vie. Licinus savoure ce moment. Mais une rumeur commence à se propager dans le public. Avec stupeur, Licinus découvre le visage du célèbre Taurus. Titulus, le fils qu'il a renié. Une fois de plus, Titulus va détruire sa réputation alors qu'il est au sommet de sa carrière. Pour couper court, il fait signe d'engager le combat. C'est pas possible. Je vais combattre l'adversaire le plus dangereux de ma vie, juste devant mon père. Mais qu'ai-je fait aux dieux? Ils vont montrer toutes les valeurs des guerriers de Rome. Que les jeux commencent! Taurus le sécutor contre Anthrax le rétiaire. On n'a jamais vu une aussi belle affiche dans cette arène. Le rétiaire, sa spécificité, c'est qu'il a été créé complètement pour le combat spectacle. Il est très peu protégé, il n'a pas de bouclier, pas de jambière, pas de casque, c'est le seul. On voit son visage, ça c'est exceptionnel. Par contre, il a une arme qui est redoutable, c'est le trident avec lequel il va pouvoir frapper à deux mains. Face à ce rétiaire qui est très mobile, qui est très puissant, il a fallu inventer un gladiateur suffisamment protégé, donc le sécutor, celui qui poursuit, donc qui va devoir poursuivre le rétiaire.
Et on a créé le sécutor à partir du casque. Ça tient de la tourelle de char, ça tient du casque de robot. C'est justement très épuré pour pas que le filet puisse facilement s'accrocher. Licinus est rassuré. La foule ne se pose plus aucune question. Et malgré lui, il doit reconnaître que son fils dégage une force qu'il ne lui connaissait pas. Mais les premiers signes de fatigue se font sentir. Le sécutor, donc avec son casque hermétiquement clos, va forcément donc s'épuiser, même s'il est très entraîné, va ralentir. Et là, le combat va connaître un équilibre et une inversion, puisque le rétiaire, qui était le gibier, va pouvoir devenir chasseur. Anthrax peut maintenant se servir de son filet pour entraver Taurus. Mais Taurus est vigilant. Anthrax vient de perdre un atout. Pour le plus grand bonheur du public. Il contre-attaque immédiatement de toute sa puissance. Le bouclier, c'est un enjeu. Il va pouvoir essayer de le crocheter par en haut, par en bas. Et le rétiaire a ses deux bras pour tirer, et le sécutor n'a juste que le bras gauche pour tenir son bouclier. Donc il va abandonner son bouclier, sinon il va aller à terre, il va être entraîné à terre par le rétiaire. C'est maintenant au tour de Taurus de perdre l'un de ses principaux atouts. Le sécutor est dans une posture très délicate. Il a devant lui un homme qui a une arme longue, et lui n'a plus de protection. Est-ce que Taurus va arrêter le combat et demander la grâce? Non, il a trop d'orgueil. Il change sa garde et poursuit l'affrontement. Il faut que j'écarte son trident pour aller au corps à corps. C'est ma seule chance. La foule, elle, est galvanisée par le courage de Taurus. Ce que l'on recherche, c'est le gladiateur qui va résister face au coup de l'adversaire, va continuer à combattre même s'il est blessé, va continuer à combattre même s'il a perdu son bouclier. Le fait qu'il va regarder la mort en face jusqu'au bout. Le voisin de Licinus se moque sournoisement de ce sécutor qui ne fera pas long feu. Licinus essaie de faire bonne figure. Mais il a soudain très peur. Son fils va-t-il mourir sous ses yeux? Les dieux étaient avec Taurus. Licinus est soulagé et fier. Il comprend mieux pourquoi son fils est l'idole de toute cette foule qui se tourne maintenant vers lui. Au fond, c'est une forme de communion avec l'Empire, si vous voulez. Le citoyen romain, le pauvre type de Rome libre, si vous voulez, au fond, se sent quelqu'un d'important dans l'arène. Ce sont des monuments où la foule se rassemble, où on peut avoir un grand effet sur les masses. Pas seulement pour se distraire, mais pour exprimer la réalité du pouvoir. Il y a un écrivain de l'époque de Titulus qui s'appelle Juvénal et qui disait que pour le peuple romain, il y avait deux choses importantes. C'était le pain et les jeux. En gros, si le peuple n'a pas faim et s'il est distrait, il est content et il ne fait pas de rébellion, il ne s'occupe plus de politique. Si les gras
où les exécutions ont été accordées suivant la volonté du peuple, le peuple est très satisfait et va dire du bien de ce magistrat qui représente au fond si bien leur cité. Licinus demande le silence pour rendre son verdict. Taurus est heureux. Il a gagné son dernier combat. Et pour la première fois, il sent le respect dans le regard de son père.